il y avait deux choses là-dedans, dans ce livre qui en effet prenait à contre-courant le modèle dominant. C'était premièrement, je dirais, le schéma omniprésent et quasiment unidimensionnel de la distinction, la sociologie de Bourdieu, qui régnait en maître sur tout le champ de la culture. La mode était, alors là, perçue dans le domaine, dans le champ philosophique, avec le plus grand mépris qui soit. Il n'y a rien de plus indigne pour un philosophe que la mode. Ça marche comme ça. Or, le livre, c'est la deuxième partie du livre, montre que la mode est devenue un modèle dominant et qu'il travaille plutôt, ça ne veut pas dire exclusivement, il travaille plutôt dans le sens de l'émancipation des individus que de leur aliénation, de leur abrutissement par les modèles de la frivolité consumériste. Alors, quand on regarde les choses, il y a un problème d'abord. C'est que on ne sait pas, on n'a pas quand même pris suffisamment en compte le fait que la mode n'est pas un phénomène éternel. On était obligé de proposer un autre paradigme interprétatif. Ce modèle interprétatif, je l'ai pris du livre précédent, qui était L'ère du vide, dans lequel j'avais mis l'accent sur la centralité de l'individualisation. Et le problème de l'Occident, c'est ça, depuis la fin du Moyen-Âge, qu'on voit dans d'autres facteurs, le portrait, des choses comme ça, et puis ensuite la pensée critique en philosophie, le penser par soi-même. Bon. Le propre de l'Occident, c'est qu'il a donné une centralité à l'individu. Et donner la centralité à l'individu, ça veut dire le poser comme libre et égal. Et par conséquent, c'est à lui, d'une part, à créer sa propre vie, sa propre pensée, et puis un peu plus tard, au XVIIIe siècle, même à reconstituer la société sur une base de contrat, et non plus selon une tradition venant du théologico-politique. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de montrer comment la mode, au plus profond, n'est pas un phénomène de distinction, c'est probablement la première institution antitraditionnelle qui existe. Pourquoi? Il n'y a plus de tradition dans la mode, c'est ce qui n'arrête pas de changer. C'est le contraire absolu de la tradition. La tradition, c'est la répétition d'un même modèle, inchangé de génération. On changeait des petits détails, mais et les changements, c'était exceptionnel. La mode, c'est l'inverse. C'est la permanence qui devient l'exception. Et donc, il faut changer tout le temps. Et je pense qu'il y a un lien entre cette institution qui est centrée sur le présent et non plus sur le passé, comme l'était la tradition. La mode, il y a deux logiques contraires. La première, c'est que dans la mode, chacun veut se mettre en avant, chacun veut se faire voir, chacun s'exhibe. Bon, et dans la mode, c'est les petites différences, chacun, même avant, hein, on lit déjà des textes de Montaigne et tout, c'est déjà ça, hein, on est dans la logique de la mode, il y a déjà le parisianisme, hein, et il y a des petites choses qui font que, ah, t'as vu, vous faites remarquer. Mais en même temps, la mode dit le contraire, la mode, il faut être dans le courant. Donc, à la fois, il y a individualisme et en même temps conformisme, il y a les deux. Et la mode, c'est ce mélange, enfin, le mot n'est pas bon, il y a cette combinaison. Hein, entre d'un côté, on suit le courant, et de l'autre côté, on veut se mettre en valeur en tant que personne, en tant qu'individualité. Le grand débat, c'est que la mode, depuis les années 1950, ne trouve plus son lieu par excellence dans le vêtement. La mode est devenue la loi générale des sociétés
de consommation, des économies de consommation. Pourquoi? Ben parce que les trois règles fondamentales qui régentent la mode, la séduction, l'éphémère et les petites différences, ces trois logiques-là, vous les retrouvez partout dans l'univers de la consommation. Dans la société de consommation, la logique de la mode est la logique qui organise l'ensemble, et ce que j'essayais de montrer, c'est que cette société de frivolité, de superficialité, de séduction, elle avait beaucoup de choses négatives, naturellement, mais elle avait aussi des choses positives. Et en particulier deux choses, pour aller vite. Premièrement, ça a fonctionné historiquement comme instrument de consolidation des démocraties. Prenez, je pense, il n'y a pas d'exception, tous les pays qui ont basculé dans la dynamique de la consommation de masse sont devenus des sociétés libérales et où il n'y a plus de violence politique, où la violence politique est disqualifiée. Il y a des manifestations, mais il n'y a plus de morts. Il y a une sorte de pacification du social, où les gens ne sont pas d'accord, etc. Mais ça se fait dans le respect des règles démocratiques et de l'alternance. C'est la révolution de la consommation de masse. Pourquoi? Parce qu'elle nous a fait quitter le modèle que Foucault aurait appelé le modèle disciplinaire. Le modèle disciplinaire, c'est un modèle autoritaire, réglementaire. La logique de la séduction, appliquée aux choses, appliquée au monde, c'est le fait que les individus ne cessent d'être des opérateurs de choix. Vous n'arrêtez pas de choisir. Ah, j'achète ceci, j'achète cela, etc. Deuxièmement, ça change fondamentalement l'architecture des valeurs. Pourquoi? Parce que, premièrement, le système de la mode met au pinacle l'hédonisme. Le plaisir devient légitime. C'est pas nouveau. Depuis Épicure, le plaisir est posé comme la grande valeur. Sauf que là, c'est la société tout entière qui ne cesse d'exalter les plaisirs. La dynamique d'individualisation, elle est portée par un capitalisme de consommation et son exaltation du présent, du bonheur, du plaisir, et en même temps par les mouvements de la contre-culture qui, eux, vomissaient le capitalisme alors qu'ils travaillaient dans le même sens, de fait. C'est-à-dire vers la libéralisation de la sphère privée. Le capitalisme, par son bras armé qu'est la publicité, c'est une machine qui, au fond, standardise les individus et leur fait perdre leur autonomie. Et que donc, du même coup, c'est l'économie qui gouverne tout. Et alors, il faudrait corriger ça. Je pense qu'il y a une part de vrai, qu'indéniablement, le marketing et la publicité ont un rôle capital, sinon les entreprises qu'on arrêterait aussitôt, c'est évident. Le problème, c'est de savoir jusqu'où. Et est-ce qu'on peut dire que la publicité est un pouvoir démiurgique, c'est un pouvoir totalitaire, comme ça a souvent été employé? Ça, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas. Je pense que c'est sous-estimer dans une société individualiste le fait que les individus sont divers et que les goûts, les désirs sont extrêmement différents. L'idée de culture monde, vous l'avez très, très bien dit, c'est l'idée que la fin de la guerre froide, d'un côté, avec les idéologies démocratiques, de l'autre côté totalitaires, sont tombées.
Et d'autre part, les nouvelles technologies. Ces deux phénomènes-là, qui sont au cœur de la mondialisation, de la globalisation, ne suffisent pas à comprendre ce qu'on appelle la mondialisation. C'est des aspects essentiels, mais il y a d'autres choses. Et dedans, j'ai essayé de repérer un certain nombre de points